adapting this novel by Neil Gaiman and Terry Pratchett. Ma question, c'est quoi la chose la plus difficile, ou c'était quoi la chose plus difficile en faisant la transition entre le roman vers la série? Well, Neil Gaiman himself did we call it a translation, not an adaptation, because we think what we've done is we've actually made the book. So rather than an adaptation suggests that you compress and if you were doing a Dickens, you would take Mr. Micawber's through line and just follow that. But in this case, we've just done the book, but then we've added on bits. Ok, donc Douglas nous dit en fait pour nous c'est plutôt une traduction, pas une adaptation du livre. Pour nous on a vraiment fait le livre. C'est pas comme si c'était un œuvre de Charles Dickens où on prend un personnage quand on l'adapte pour la télévision et on suit ce personnage. Non, pas du tout. Nous vraiment on a voulu rester vraiment fidèle au livre. Et encore on a même ajouté quelques trucs. What did you add, for example, with Neil Gaiman? Qu'est-ce que vous avez ajouté justement? Well, it was Neil that did all this, I should say, not me. But what he did was when he started working on the book. He told me that he looked at the book and it looked like it was 6 hours. It's not 8, but not 10, but 6. And then he took post-its and put post-its every 50 pages and 300 pages, and that's the 6 episodes. And then he discovered that in episode 3 there was no Crowley or Aziraphale. So he made a half-hour mini-movie that I obviously directed that is all about Aziraphale and Crowley through the ages. Going from the Garden of Eden through the crucifixion, they attend all these events. Noah's Ark, they are in Arthurian Britain, and then they end up in World War II London, and they get themselves in the middle of a gang of Nazis. Ok, voilà. Donc en fait, il est en train de nous dire que en fait, ce qu'il a fait Neil, parce que c'est vraiment bien sûr Neil Gaiman qui a écrit le livre, en fait, il a regardé le livre, il a divisé un peu 50 pages par 50 pages, et Neil Gaiman disait, alors ça va faire 6 épisodes, donc 50 pages chacun, 300 pages, c'est la durée du livre. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte en faisant comme ça, que lors du 3e épisode, on avait ni Crowley ou Rampa, comme il est appelé là, ou Aziraphale. Donc du coup, ils ont créé ensemble avec Douglas un mini-film de 30 minutes qu'ils ont mis dans le 3e épisode, où ils ont suivi un peu la vie de l'ange et du démon à travers les âges. Donc on le trouve dans le jardin d'Éden, lors de la crucifixion du Jésus-Christ, pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il se retrouve à Londres, enfin parmi un groupe des nazis. Donc c'est ça qu'ils avaient ajouté. And then the other major addition, character addition, was the Archangel Gabriel played by John Hamm, because he's only in the book in a tiny way, and that was partly because Neil and I felt that the audience would need a little bit of help with the hierarchy of heaven and hell. So in heaven we've got God played by Francis McDormand, and then later in the series we meet Satan, who's played by Benedict Cumberbatch, and then there's Gabriel and Beelzebub and so on, and down to our angel and demon. So and John Hamm's character, Gabriel, we wanted somebody who would be the most annoying manager that you've ever had in your life. Somebody who just is forever thinks he's right, which if you were the Archangel Gabriel, I think it would be a good guess. Voilà, donc il dit qu'en plus ils avaient ajouté, ils ont un peu étouffé, si vous voulez, le personnage de Gabriel, donc de John Hamm, qui a un tout petit rôle en fait dans le livre. Et là, ils ont voulu créer l'hiérarchie en fait du paradis et de l'enfer. Vous avez vu la voix du Dieu, c'est Francis McDormand. Plus tard, vous allez voir la voix du Satan, c'est Benedict Cumberbatch. Et en dessous, il y a Beelzebub, et donc il fallait une autre hiérarchie, donc Gabriel, l'ange Gabriel, avec John Hamm. Et voilà, il voulait que John Hamm soit le personnage de Gabriel, soit le manager le plus chiant, entre guillemets, que vous avez déjà eu dans votre travail. Et donc c'est ça qu'il voulait faire avec ce personnage de Gabriel. I know I read an interview where you said that Good Omens isn't so much a British production as a very English production. I'm curious what you mean by that. Donc vous avez dit dans un entretien que pour lui Good Omens n'était pas une série britannique, mais une série anglaise. Et je suis curieuse de savoir un peu la différence. Well, I'm Scottish. So I say the word English very carefully. Donc voilà, il est écossais, donc quand il parle d'anglais, il va doucement. I think the thing that we think is that what Neil and Terry wrote 30 years ago was an exploration of Englishness, and that the comedy comes from a very long line of English humour, from P.G. Wodehouse through Monty Python, through Douglas Adams, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, and I think
everything that I put into the show visually, you know, the Houses of Parliament, Buckingham Palace, red buses going through, the village of Hambledon that we've filmed, that you've seen briefly in here, was last used for Chitty Chitty Bang Bang. So it's very, very English. Okay. Voilà. En fait, donc justement, il voulait vraiment aller dans cette lignée d'humour anglais, comme P.J. Wodehouse qui a écrit des romans sur Jeeves, Monty Python bien sûr, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, je ne connais pas le titre en français, peut-être vous le connaissez. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et puis, c'est pour ça qu'on voit souvent dans les séries le Parlement, les bus rouges, en fait, à deux niveaux, même le petit village d'Hambledon qu'on voit très peu dans les 2 épisodes qu'on a vus. C'était dernièrement utilisé pour le film Chitty Chitty Bang Bang. Donc, c'est vraiment des trucs typiquement anglais. And I think that follows through. I think the parallel that we have now that Terry and Neil couldn't have envisaged 30 years ago is the Englishness of Brexit. Brexit's not Scottish, it's English. Voilà. Et encore pour finir sur les parallèles, je ne pense pas que Terry Pratchett et Neil Gaiman, quand ils ont écrit le roman, ils ont 30 ans, ils auraient pu penser à ce que ça allait devenir ce monde de Brexit, qui pour Douglas est vraiment quelque chose de très anglais, pas forcément écossais. Because generally the English reaction to a crisis to have a cup of tea. Parce qu'en règle générale, les Anglais, quand ils réagissent à un moment de crise comme Brexit, ils prennent du thé. Voilà, ils vont boire du thé, comme dans la série. You directed all 6 episodes in the show, which isn't always the case. What was the best and the worst part about doing that? Donc Douglas a réalisé les 6 épisodes dans la série, qui n'est pas souvent le cas dans ce genre d'émission. Donc la question c'est, c'était quoi le côté positif et peut-être négatif de cela? I mean, the worst part was the number of hours that I had to put in, but the best part was working with Neil Gaiman. And the worst part is really small, because the good parts are so great. We decided very early that because we thought we were making a 6-hour film, not 6-part TV, we want people to watch all 6 hours together, or in 2-3 parts if you like. So to have 3 directors, which would be normal, or 2 directors, it felt like the vision might get broken up. And Neil was new to show running, and it's the only time he's going to do it, he says. So he just wanted to have somebody that could share his vision and bring that out, and not muddy it with 2 or 3 directors. Okay. Donc voilà, donc sa réponse à quel était le côté le plus négatif en fait d'avoir réalisé les 6 épisodes, c'était juste tout le temps et les heures qu'il fallait, mais il dit c'était vraiment tout petit par rapport à tous les côtés positifs, et pour lui la chose le plus positive c'était de pouvoir travailler avec Neil Gaiman sur le tournage, parce qu'en fait l'idée quand ils avaient créé Good Omens, ils voulaient vraiment faire un peu comme un grand film de 6 heures, ils voulaient que les gens le regardent d'un bloc, ou peut-être au pire 2 blocs de 3 heures chacun. Et en fait, ils ont dit que s'il y avait 2 voire 3 réalisateurs, comme c'est sur d'autres séries, ça le rendrait un peu plus flou. Il n'y aura pas la même continuité qu'ils estiment qu'ils ont pu avoir. Et comme Neil Gaiman, qui est le showrunner sur ce film, en fait sur cette série des épisodes, a dit qu'il voulait le faire qu'une fois, il pense que Neil voulait aussi avoir qu'un réalisateur pour vraiment avoir quelque chose de cohésif en fait du début à la fin. Let's talk a bit more about the supporting characters. You mentioned a little bit a while ago John Hamm, who plays Gabriel. Tell us a bit more about getting him involved in the project and maybe some of the other supporting characters. Je voudrais qu'il nous en parle un peu plus des deuxièmes rôles dans la série. Most of the cast of Good Omens, including Michael Sheen and David Tennant, are split into 2 camps. One, the people that know the book, and the other that don't. So Michael Sheen knew the book really well from childhood, and David had not read it at all. Okay. And that was very good for me because I hadn't read it, and Neil Gaiman knew it quite well. But others like Nick Offerman, or Michael McKean, or Jack Whitehall, or Derek Jacobi, or David Morrissey, they all knew the book and loved it. And John Hamm in particular, I remember Neil wrote a long email to him saying, just pleading with him to come and work with us. And John's response was 2 words. He said, yes, Hamm. Voilà.
Donc il a dit, en fait, pour tous les acteurs qui avaient travaillé sur la série, ils étaient vraiment divisés en deux camps. Il y avait ceux qui avaient lu le livre et qui l'ont aimé, et ceux qui ne le connaissaient pas du tout. Et donc il parle de Michael Sheen, par exemple, il dit que lui, il a connu le livre parce qu'il avait lu comme en tant qu'enfant. Alors que David Tennant, lui, il n'avait jamais lu le livre du tout. Pareil avec lui et Neil Gaiman, bien sûr. Neil Gaiman connaissait très bien le livre parce qu'il a écrit, mais Douglas, il ne le connaissait pas du tout, il n'avait pas encore lu. Et il dit qu'il y avait plusieurs personnages qui jouaient dans les plus petits rôles, comme Michael McKean ou Derek Jacobi ou Nick Offerman, qui connaissaient le livre et qui l'ont adoré. Et quand il s'agissait de John Hamm, il dit que Neil Gaiman lui-même avait écrit un email à John Hamm pour lui convaincre de faire la série. Et John Hamm a répondu avec que deux mots, oui, Hamm. Il a signé son nom quand il avait accepté. You had already directed David Tennant, correct? Yes, in Doctor Who. Why did you know he was right to play Crowley? Il avait déjà réalisé David Tennant dans Doctor Who. Ma question c'est pourquoi lui pour jouer Crowley ou Rampa, comme on dit dans la version française? Well, again, there's a tale of two stories. Michael Sheen had known Neil for years and had actually been around while Neil was writing it before I came on board. So Neil says that there's a scene in episode 3 where Crowley goes into a church. It's the Nazi scene that I mentioned earlier, and he comes down the central aisle, and his feet are burning because it's consecrated ground, and he's a devil. And he just thought, as he was writing it, that the person who had to play that must be David Tennant. And I have to say, you ask what the difficult days were for filming. That was one of the hardest days filming because the entire crew, including me, were just laughing so hard we could hardly work because David was so funny coming down that aisle. Ok. Donc il disait en fait à l'origine du projet, Michael Sheen, il connaissait bien Neil Gaiman à l'époque, il était un peu déjà attaché au projet pendant que Neil était en train de l'écrire en fait pour la télévision. Et puis, il vous a parlé tout à l'heure de cette scène dans le 3e épisode, quand Crowley se retrouve avec les nazis. Il y a une scène dans cet épisode où il est dans une église, il est en train de marcher dans l'église, mais il a les pieds qui sont en train de brûler, parce que bien sûr, l'église c'est sacré et lui c'est un démon. Et il dit, on parlait tout à l'heure des journées les plus difficiles, entre guillemets, sur le tournage, il dit c'était ce jour-là qui était le plus difficile parce que tout le monde rigolait tellement, parce que David Tennant, il avait tellement bien joué ce démon qui avait les pieds qui étaient en train de brûler dans l'église. I would say the other thing about casting is that we were very lucky in Good Omens that the scripts were so good that anybody who read them just came along. We just asked people and they came. Voilà. Et juste pour finir sur le casting, en fait, il dit qu'ils avaient beaucoup de chance parce qu'ils trouvaient les scénarios étaient tellement bien écrits que presque à chaque acteur à qui ils ont proposé le rôle, ils ont presque tout de suite dit oui à chaque fois. I just have to ask about the music. Why Queen? Is that in the original book or did you bring that in? Sur la musique, pourquoi Queen qui joue beaucoup dans la série? Oh, yes, it's absolutely in the original book, and it's a running joke that whatever music you put in the cassette player, be it Mozart or whatever, it always turns into Queen's greatest hits. Voilà, bien sûr, ça vient du livre, et ça c'est un peu un joke qui suit dans le livre et dans la série, c'est à chaque fois, peu importe ce qu'on met comme cassette, dans la radio, dans la voiture, ça joue toujours les meilleurs tubes de Queen. Douglas, thank you so much. Let's open up the floor, maybe the questions. Vous avez vos propres questions? Yeah. En français? Comme tu veux. I want to know how you're like David Tennant and Michael Sheen were amazing actors. How do you give them like to direct them because they're very good? So is it like, do you let them to do whatever they want, or do you direct them a little bit, like saying? Voilà, donc comment Douglas fait en tant que réalisateur avec des bons acteurs comme Michael Sheen et David Tennant sur le tournage? I call it clearing a path. What you do as a director with talent that is that great, and it's the same with Benedict Cumberbatch or Francis McDormand or whoever you're working with. You don't arrive. People often ask me, what's it like telling them what to do? And that's not what happens. They come in with their performance ready and they're extraordinary, and your job is to make the world around them coherent. And with David and Michael,
from the read-through, about 10 minutes of the read-through. So when you hire people like them, you know they're going to know the words and that they're going to turn up. But in 10 minutes into the read-through, they started to dance around each other, and it became obvious the chemistry was going to be amazing. So really, for me, it's kind of clearing a path and then standing back and let it work, you know, and finding a way through together. It's a collaborative process. It's not, there's kind of a line which is hard to define, where as a director you have to step in and help people and really direct them. And it depends on the level of actor and how confident they are and where they are and what, if you cast them well, all that sort of thing. Often the hardest bits of directing are the people that come in to do one line. Voilà. Donc Douglas dit, en fait, je vais commencer par la fin, il dit que souvent le truc qui est le plus difficile en tant que réalisateur sont des acteurs qui viennent et qui font juste une réplique. Ça, parfois, c'est beaucoup plus compliqué que quand vous avez casté vos stars, vos bons acteurs, que vous savez qu'ils sont vraiment bons pour le rôle. Et il dit, en fait, pour lui, c'est un peu comme de débarrasser un chemin. En fait, il ouvre un chemin pour les acteurs. Et après, c'est eux qui vont aller suivre, faire ce qu'ils veulent, comme Francis McDormand ou comme d'autres acteurs comme Michael Sheen ou David Tennant. Et il dit que souvent, les gens lui posent la question, c'est quoi de dire à ces acteurs ce qu'il faut faire? Et lui, il dit, moi, je dis pas grand-chose. Moi, je dis juste que, allez-y, faites ce que vous savez faire. Et moi, je vais juste faire tout pour que tout autour de vous se passe très bien. Et par exemple, avec Michael et David, quand ils sont venus pour lire le scénario pour la première fois, d'habitude, dans ces cas de figure, les acteurs, ils connaissent les mots, ils commencent à jouer un petit peu. Mais il dit que tout de suite, il a vu qu'il y avait une vraie chimie entre Michael et David dès la première lecture de scénario. Donc, dans ce cas-là, tout ce qu'il peut faire, c'est essayer de ne pas, en fait, leur embêter pendant qu'ils font leur travail, tout simplement. And to follow that on, when Neil and I went to Hollywood and recorded Frances McDormand for the first time, I have to admit I was scared, you know. But you know, the person that turned up was Frances McDormand, and she was just amazing and lovely and kind and generous and confident. And confidence is something that actors struggle to reach very often. All of us do, but actors particularly do. But Frances, we sat down and we just talked through what we wanted and the tone we were looking for. And so it was a process just like normal. And then she started performing, and about 10 minutes in, I asked her to do something slightly differently, and she went, "Yeah, okay," you know. And if you're saying something that she gets, or any actor gets, to change and mature and evolve, they're happy. You know, they want the conversation. They don't want to just stand there and just do their thing, because they know they have to relate to each other. Et il disait, il racontait une anecdote quand il est allé à Hollywood pour enregistrer la voix de Francis McDormand, donc qui fait la voix de Dieu. Il est allé avec Neil Gaiman. Il a dit au début, il avait un peu peur la première fois qu'il l'a rencontré, mais après c'était quelqu'un de tellement sympa et gentil et surtout confiant en elle-même que ça l'a vraiment marqué. Et il dit que c'est vrai, la confiance, on a tous un peu du mal à être vraiment bien dans notre peau et confiant, surtout les acteurs. Et donc avec Francis, par exemple, il a dit, ils ont commencé l'enregistrement et au bout de 10 minutes à peu près, il a donné quelques conseils. Et elle était très bien, elle a dit ok d'accord, oui pourquoi pas, on va essayer les autres choses. Et elle dit qu'il trouve que les acteurs, ils veulent surtout travailler ensemble avec le réalisateur, d'aller dans le même sens, mais ensemble. Une autre question? Non, voilà ici. En français par contre, Okay. bonsoir. Donc le livre, elle a été écrit par Neil Gaiman et par Terry Pratchett. Terry Pratchett, il est plus là aujourd'hui. Je voulais savoir si d'une manière ou d'une autre, ils avaient pensé à lui rendre hommage dans la série, ou si d'ailleurs ils l'ont fait. Okay, so obviously the book was written by Neil and Terry Pratchett. Terry is no longer with us. Do you pay tribute to him in any special way in the series, or did you think about that? Talk to us about his presence while you were making it. So there's two bits to this. I never met Terry at all, but his presence was there with the book, and I had the book in front of me every day that we were filming, so it felt like he was always there. And Neil has always been very conscious of Terry's half ownership of the book and the project. But on screen we do several things. Number one, in the bookshop, Terry's hat is on a hat stand all the time. His books are in the bookshop as well. There's a shelf of Terry Pratchett books. We also Terry, before he started writing full time, was a spokesperson for a nuclear power station. And there's a joke in the book about a nuclear power station that turns into a lemon sherbet. So there's in
in the series there's a spokesperson for a nuclear power station, and we had an actor come in and mimic Terry Pratchett's voice. So it's like Terry speaking. And then the very last credit at the end of episode 6 just says for Terry. Voilà. Donc, Douglas, il nous dit qu'il n'a jamais pu rencontrer Thierry, il ne le connaissait pas personnellement, mais sa présence était vraiment là sur le tournage. Il avait le livre avec lui tous les jours pendant qu'il avait le tournage. Et Neil Gaiman, qui était aussi sur le tournage tout le temps, était très conscient de cette fait que Thierry représentait quand même 50% de ce projet et de ce livre. Et dans la série, il y a plusieurs petites références. Il y a un moment dans la librairie, en fait, qui tient l'ange, où on voit le chapeau de Terry Pratchett qui est toujours accroché. Il y a toute une étagère avec tous les livres de Terry Pratchett qui est aussi dans cette libraire. Et puis, il y a un autre moment, apparemment Terry Pratchett, avant qu'il était auteur, il travaillait dans un centre nucléaire, comme un porte-parole pour un centre nucléaire. Et il y a un moment dans le livre, is it in the book where he turns into the lemon sherbet? It's a nuclear power plant that turns into lemon sherbet. Voilà. Yeah. Et dans le livre, donc dans le livre, il y a un moment quand le centre nucléaire devient un sorbet au citron. Et en fait, il y a un moment quand ils ont un porte-parole de ce centre nucléaire dans la série, ils ont trouvé un acteur qui a pu vraiment imiter la voix de Terry Pratchett. Donc ça aussi, c'était une référence. Et puis tout à la fin du 6e épisode, ça dit tout simplement pour Terry. Merci. Une autre question? Voilà, là-bas. On ne peut pas imaginer de suite, ce sera uniquement 6 épisodes et pas pourquoi ne pas avoir fait plus d'épisodes? Est-ce que ça méritait pas tellement un petit peu plus long? Okay. Could you see a sequel, another series of Good Omens? And did you ever think about doing more than 6 episodes? No, there will be no more Good Omens, as far as we can see. Why? Well, the difference between Neil Gaiman's other project, American Gods, is that American Gods is, in season 3 is only about a third of the way through the book, whereas Good Omens the story finishes and the book is finished. So it's very hard, and it's a complete thing. So we find it very hard to see how we can do any more. Okay. And we're happy about that, and Amazon are happy as well. Ok, donc il dit vraiment non. En fait, la raison tout simplement, c'est si vous prenez par exemple American Gods, qui était également écrit par Neil Gaiman, ils sont dans la 3e saison pour la série, qui est juste à peu près un tiers du livre. Alors que là, avec Good Omens, là, quand il finit la série au bout de 6 épisodes, c'est la fin du livre. Donc ça leur convient, ça leur convient à Amazon, donc non, ils ne vont pas faire une suite. Une autre question? Non? Petite dernière? Vous êtes timide. I just have one last question. Douglas, je ne sais pas si vous le savez, mais il est également le réalisateur d'autres séries. On a évoqué Doctor Who avant, également Sherlock. Je voulais savoir s'il a appris quelque chose sur ces séries qu'il a utilisées lors de ce tournage. Did you learn anything from the previous shows you worked on, whether it was Sherlock or Doctor Who, that you really used in this, in Good Omens? Oh, lots, yes. I think those shows kind of taught me how to do Good Omens in a funny sort of way, because tonally they're very similar. They have extreme characters and it's kind of science fantasy, even though Sherlock is more rooted. But nevertheless it's still heightened. So the techniques we use of CGI and I think actually the biggest thing is we in all these stories in Doctor Who and Sherlock and Good Omens, what we try and do is drive the story and the look of the shows to the point where they're nearly ridiculous, and then pull back just a tiny little bit, and that's what makes them work. Voilà. Donc, il dit en fait, oui, je dirais que tout ce que j'ai fait sur Sherlock et sur Doctor Who m'a appris, en fait, ça m'a appris des choses dont j'utilisais beaucoup pour le tournage de Good Omens. Ça peut être dans les personnages qui sont très extrêmes, ça peut être sur le fait que c'est un peu style la science-fiction, c'est pas trop le cas avec Sherlock, mais c'est quand même, c'est un peu très intense, heightened comme on dit en anglais. Peut-être ça peut être aussi le CGI, les effets spéciaux. Mais surtout, il trouve que chacun des 3 séries, ils ont poussé presque au ridicule. Presque si ça peut être dans la façon qu'on le regarde, dans l'histoire, presque. Mais après, on revient un tout petit peu et c'est pour ça que ça marche. Et c'est ça pour lui le thème qu'il trouve commun entre Sherlock, Doctor Who et puis Good Omens. Peut-être une dernière question? Voilà. I was wondering, when you read the book, and it's like very fantastic and a little bit crazy,
there is like a scene in the book, something you read and you were like, oh my god, how I will make it into in the TV show. That he What figured out was right away. challenging to put through Ok. the book. Ah oui. C'était quoi la scène la plus difficile en fait d'adapter du livre? Voilà. So what was the most challenging scene from the book to come on screen? Yeah, I mean, there was a lot of challenges like that, but I first read the whole story as scripts, not as the book. So for me as a television director, I was just trying to work out how to realise them, and there's always a way. There's always a way. That the question is not whether you can do it, it's the question is how well you can do it. That's the question. But there were very interesting imagery that we had to contend with, for instance, to do with heaven and hell. I mean, I'm an atheist, but I still have, when somebody says heaven, I've got an image in my head, but it's very hard to put up there and make it universal so that everybody goes, oh yeah, that's heaven, you know. So, and many people have tried, and you know, but Neil Gaiman came away with the phrase for our production designer and for me that he just sort of said, 6,000 years ago there was a war, and because heaven won, it got the top floors of the tower block, and hell got the basement, but both of them are a bit shit. So heaven might have lots of space, but they're all kind of don't like each other, and hell is just violent. It's just violent things. Everybody's moving around with bits of paper, trying to find the best place for the bit of paper. So it's not brimstone and treacle, and it's not clouds. It's very. I think the big thing about Good Omens is that it takes its perspective on religion, not from a supernatural point of view. It takes it from a human point of view. So it's that way around rather than from above or below. Voilà. Donc il dit ce qu'il aime bien avec Good Omens, c'est que vraiment, s'il va parler de ce côté religieux, il le regarde d'une manière humaine à travers les yeux des êtres humains, pas dans un monde un peu spirituel, etc. Et Doug nous dit qu'en fait au début, il n'a pas lu le livre en premier, il a lu des scénarios d'abord, donc il a connu l'histoire par les scénarios, pas par le livre. Donc en lisant le scénario, il était en train de dire oui, comment je vais faire telle scène ou telle scène. Et la question en tant que réalisateur, c'est pas comment je vais le faire, mais comment je vais le faire bien comme il faut. Donc ça, c'était un peu son défi en quelque sorte. Surtout quand il s'agissait de le paradis, de montrer à l'écran le paradis et l'enfer. Lui, il dit qu'il est athée, mais il avait quand même une image du paradis dans sa tête. Et c'est ça qu'il fallait mettre à l'écran. Et donc, ce qu'ils se sont dit avec Neil, et c'est un peu les indications qu'ils avaient données aussi à la production, c'est comme s'il y a 6000 ans, il y avait une guerre, et c'est le paradis qui a gagné la guerre. Donc, eux, ils ont les étages au-dessus. L'enfer, du coup, ils ont les étages en bas, le sous-sol. Mais ni l'un ni l'autre est vraiment très bien. C'est un peu merdique, les deux. Et donc, c'est ça qu'ils voulaient montrer. C'était pas un paradis avec les nuages et tout ça, et un enfer avec toutes les choses, un peu le feu, etc. C'était juste deux endroits où ça marche pas très bien, ni l'un ni l'autre. Et voilà, c'est la fin de cette petite Q&A. Douglas McKinnon, thank you so much. Je vais voir les 6 épisodes. Merci beaucoup. Thank you so much.